La capacité d'adaptation est essentielle. Mais très vite, on se rend compte que la défaite fait partie du chemin, du parcours. On perd quasiment chaque semaine. Le sportif de niveau, le champion, elle a une haine de la défaite. Et après, il y a la remise en question, l'analyse avec le staff, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et en fait, on se rend compte que tu resteras toujours très perfectible. Parce qu'il y a tellement de choses à travailler tous les jours. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Santoro. Fabrice, bienvenue dans Skills. Merci Nadia pour cette belle présentation. Salut, comment vas-tu ? Très bien, j'espère que tu vas bien toi aussi. Très bien. Avant de plonger dans ton parcours fascinant, définissons quand même rapidement nos termes du jour. La résilience, c'est la capacité à rebondir face à l'adversité et à des situations très difficiles, pouvoir se reconstruire. Et l'adaptabilité, quant à elle, c'est l'aptitude à s'ajuster efficacement à des situations nouvelles et changeantes. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans la peau de Fabrice. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ta carrière de tennisman professionnel ? Alors, durant ma carrière, j'étais vraiment dévoué à mon sport, 24/24, et tout était calculé pour que je sois performant. Donc, à commencer par le sommeil, qui est un élément clé. Donc, je dormais systématiquement 9 heures et chaque soir, je calculais mes heures de sommeil. Ensuite, un bon petit déjeuner. Je jouais au tennis le matin, 1h30, 2 heures. Une pause déjeuner. L'après-midi, je jouais à nouveau au tennis pendant 2 heures. 1h30 de physique en fin d'après-midi et puis des soins en fonction des nécessités. Ça peut être un massage ou ça peut être des soins un peu plus poussés si besoin. Et tu étais en tournée toute l'année, tu étais en voyage, tu étais à l'hôtel. C'était comment ce rythme ? C'était un rythme effréné puisque j'étais à l'hôtel 8 mois par an pendant 21 ans. Ça veut dire que durant 21 ans, j'ai toujours vu dans ma chambre ou dans le salon une valise vide ou pleine et voilà, prête à partir pour une nouvelle destination. Donc, t'adaptais à un nouvel environnement à chaque fois, qui devenait une habitude, mais il a fallu s'habituer au départ. T'étais pas chez toi, avec le supermarché en bas de chez toi. Non, j'étais souvent dans une chambre. En fait, j'ai passé 21 ans dans 20 mètres carrés, voilà, dans tous les hôtels à travers le monde, plus ou moins bien d'ailleurs. Il ne faut pas croire qu'on est chaque semaine dans des palaces. Voilà, mais d'une manière générale, avec les voyages ou dans la profession de tennisman, la capacité d'adaptation est essentielle. Le tennis, c'est pour moi le sport qui demande la plus grande capacité d'adaptation, à savoir qu'on voyage toute l'année, on joue sur tous les continents, à l'intérieur, à l'extérieur, sur dur, sur terre battue, sur gazon. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Exactement, avec des températures qui peuvent aller. J'ai joué, il y avait de la neige sur le bord du terrain à Hambourg, il peut faire 45 degrés en Australie. On a des changements de balles, des balles qui sont différentes d'une semaine à l'autre. On a des adversaires bien évidemment différents chaque jour. On a des horaires, et ça c'est aussi une des particularités du tennis, on a des horaires qui varient. C'est-à-dire que le mardi, tu peux jouer à 10h du matin et le mercredi à 23h. Bref, il y a pas beaucoup de sports où vous avez cette faculté, cette incertitude quasi permanente. Et dans ta vie d'aujourd'hui, c'est quoi une journée type ? Dans ta vie d'entrepreneur, ça ressemble à quoi après une aussi belle carrière ? Ça ressemble pas à une vie d'ado qui fait la fête, c'est sûr. Non, je suis un couche-tôt, lève-tôt. Donc je suis bien quand je me couche vers 9h30, 10h et je vais même me lever vers 6h, 6h30. Une douche directe dans la minute qui suit le lever, un bon café. J'aime bien avoir du temps, j'aime bien le calme du matin. Après, je lis un peu les informations ou j'allume la télé pour savoir ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la nuit. Et comme je me suis passionné ces dernières années de finance, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, si j'ai un rendez-vous que je ne rate pas, c'est l'ouverture de la bourse. Parce que tu investis dans la finance et dans l'immobilier, mais on y reviendra un peu plus tard. Maintenant que tu décris ces 2 journées, justement, de tennisman professionnel, ta carrière, et aujourd'hui d'entrepreneur, comment ça résonne en toi, justement, ces compétences de résilience et d'adaptabilité dans ta vie ? Comment ça s'impacte, en fait, dans ta vie d'aujourd'hui et dans ta vie de tennisman ? Bien évidemment que lorsqu'on est un champion de tennis, on est formé, entraîné pour performer, pour gagner. Mais très vite, on se rend compte, en approchant de l'élite, que la défaite fait partie du chemin, du parcours. On perd quasiment chaque semaine. Que l'on soit 10e, 20e, 50e mondial, alors les tout meilleurs arrivent à gagner pas mal de tournois sur une saison, mais tous les autres perdent chaque semaine. Et ça veut dire que chaque semaine, il y a une remise en question. Et cette remise en question est nécessaire pour progresser, pour ne pas se faire dépasser par la concurrence.
Et donc, il faut beaucoup de résilience pour se relancer en permanence, se remettre en question, se relever. Parce que chaque défaite est une petite claque, chaque défaite est une déception. Et cette déception, elle est plus ou moins vite digérée. J'aime bien dire que la différence entre les bons et les très grands champions, les bons joueurs et les très grands joueurs, vient aussi de cette capacité à digérer les échecs, à rebondir. Un très grand champion va perdre un match important, le lendemain il sera sur le terrain d'entraînement, et puis si la semaine d'après il joue en compétition, potentiellement il va gagner le tournoi. Parfois il y a des joueurs moins bien classés, un peu moins bons, qui prennent de grosses claques après, sur une défaite, et il leur faut des semaines, des mois, voire même certains ne se relèvent pas. Mais justement, toi qui as vécu ça et qui côtoie aussi beaucoup de nouveaux jeunes athlètes, qu'est-ce qu'ils font concrètement juste après avoir perdu un match qui fait que le lendemain, ils se remettent en selle et comme s'ils avaient fait un reset? Je pense qu'un champion est un peu différent dans le fonctionnement, même si, encore une fois, il y en a qui mettent plus ou moins de temps à digérer les défaites. Le sportif de niveau, le champion, elle a une haine de la défaite. On est des gagnants, on donne tout. Certains on est prêt à mourir parfois sur le terrain pour aller au bout d'un match. Et après, il y a la remise en question, l'analyse avec le staff, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et en fait, on se rend compte qu'au tennis, puisque c'est le sport que je connais le mieux, tu peux t'entraîner 10 heures par jour, avoir 20 ans de carrière, tu resteras toujours très perfectible. Parce qu'il y a tellement de choses à travailler tous les jours, tellement de coups, tellement de moyens, tellement de balles qui arrivent d'une manière différente, où l'orientation des pieds, des épaules, la préparation, le plan de frappe, tout ça va bouger en permanence, qu'en fait, on a 1000 choses à travailler chaque jour. Et comment tu as transféré ces compétences du tennis dans tes affaires aujourd'hui? Si tu peux nous donner un exemple précis d'une situation professionnelle où tu as appliqué une leçon apprise sur le court. Sur le terrain, moi, ce qu'on m'a inculqué et ce que j'ai appris, c'est le minimum, c'est de faire le maximum. J'aime bien cette formule. Parce qu'en fait, on n'a pas la certitude de gagner. Et d'ailleurs, j'aimais pas rentrer sur le terrain en me disant « je dois gagner ». Parce que ça met une pression supplémentaire et on sent un poids sur ses épaules quand on dit ça. Et moi, c'est pas « je dois gagner », mais c'est « je dois tout faire pour gagner ». Voilà. Donc je mets tous les moyens pour tous les moyens avant dans ma préparation. Je fais attention aux moindres détails. Pendant le match, je donne le maximum. Et après, on voit ce que ça donnait. Est-ce que tu peux justement partager avec nous un moment pendant ta carrière où tu as failli abandonner et comment tu as surmonté cette difficulté? Bien évidemment, c'était en fin 95, début 96. J'étais déjà sur le circuit depuis 6 ans. J'avais un jeu très défensif et je prenais pas de plaisir parce qu'en fait, je dépendais beaucoup de la performance de mes adversaires et c'était pas moi qui étais maître de mon destin parce que je créais pas beaucoup de jeux et je prenais pas de risques. Donc, je gagnais des matchs, mais j'aimais pas ma manière de jouer et je sentais en plus chaque semaine que le public, s'ennuyait aussi à me regarder jouer. Et donc, fin 95, j'ai voulu arrêter. Mais j'étais très jeune, hein, j'avais 23 ans à peine. Et je me suis dit, je vais faire autre chose parce que je m'amuse pas. Et à ce moment-là, j'en ai discuté avec mon papa qui m'a donné une liste de choses à faire et des changements à apporter pour prendre du plaisir et devenir un meilleur joueur. J'ai accepté de travailler avec lui. Une deuxième carrière a commencé, mais en fait, cette deuxième carrière est mon vrai départ, puisque c'est à partir de cette collaboration avec mon papa que j'ai gagné tous les titres de ma carrière. Et tu avais quel âge? C'était entre 23 et 24 ans que le déclic s'est produit. Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a dite qui résonne encore en toi aujourd'hui et que tu n'oublieras jamais? Mon papa a toujours pensé que la notion de plaisir était très importante et même quand on est dans un sport professionnel avec beaucoup de pression, il faut continuer à prendre du plaisir. Parce que ça demande tellement d'efforts au quotidien qu'il faut à un moment donné que ça soit ludique, quelques minutes ou quelques heures par jour pour, encore une fois, pour s'enlever un peu de pression. Et... Donc à ce moment-là où je ne m'amusais pas du tout, il m'a dit, écoute, quand tu étais gamin, tu étais très créatif sur un terrain, tu ne l'es plus parce que tu as tellement de pression, tu as tellement d'attentes que tu as perdu le plaisir du jeu. Et donc on va ramener le plaisir dans ton quotidien et tu vas redevenir créatif parce que ce que tu faisais quand tu avais 7-8 ans, tu dois être capable de le faire encore aujourd'hui à une vitesse accélérée.
Et ça a parfaitement fonctionné. Je suis redevenu créatif, j'ai retrouvé le sourire et retrouvé le chemin des victoires. En plus, tu es réputé pour être un joueur très créatif et imprévisible. Tout Oui, le thème de ce podcast, de cette interview, justement, tu es assez résilient, tu t'adaptes, tu t'ajustes, tu crées. Il y a une part de lâcher prise, finalement de prise de risque peut-être mesurée. Mais j'en viens justement à la prochaine question. Je sais que tu sors assez facilement de ta zone de confort. Et qu'il t'arrive très souvent d'interviewer des grands sportifs, mais pas que, puisque tu as eu, et je le sais, l'occasion d'interviewer un président de la République. Et ma question, c'est comment tu fais justement, qu'est-ce que tu as utilisé? Là, tu parlais, j'ai lâché prise. Comment tu fais pour que l'interview se passe bien, pour que toi qui es si exigeant envers toi-même, et que tu as face à toi un président de la République qui n'est autre que Nicolas Sarkozy. Exactement. C'était assez récent, c'était il y a 2-3 mois, et j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, pour comprendre ce besoin de se mettre en danger, il faut connaître mon parcours. Et c'est vrai que dans mon parcours, il y a beaucoup de victoires, beaucoup de défaites, beaucoup d'adversaires difficiles, et finalement, j'ai très vite compris que on ne pouvait pas tout réussir, il fallait toujours faire le maximum pour réussir. Mais malheureusement, l'échec faisait partie du parcours. C'était soit je faisais rien, soit j'acceptais d'avoir des succès et des échecs. Par rapport à ces 21 années passées sur le circuit, où il y a eu toutes ces victoires et toutes ces défaites, quand j'ai entamé ma reconversion, je me suis dit, je ne peux pas être 365 jours par an dans une zone de confort à faire des choses que je maîtrise sur le bout des doigts. C'est pas possible. C'est pas mon parcours, c'est pas ce que je suis. Et j'ai envie de conserver au quotidien de l'adrénaline, de conserver une incertitude de résultat et finalement en fait de faire des choses que je ne suis pas sûr de réussir. Alors ça peut paraître un peu cascadeur, mais puisque tu me connais bien, tu sais que je ne suis pas du tout un cascadeur, je suis plutôt très réfléchi. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma reconversion, ma deuxième vie. Et cette interview avec le président de la République fait partie de ces challenges que je me fixe. Et les retours que j'ai eus après étaient plutôt positifs. Très positifs. Mais quand tu arrives à ce moment-là, est-ce que tu te dis, lui aussi, parce que j'imagine qu'il est aussi en admiration par rapport à toi, parce que tu es un champion de tennis, lui, président de la République. Est-ce que tu te dis ça? Comment tu fais pour pas justement te sentir égal à égal, de pas te sentir petit, pour pouvoir être créatif et bien mener finalement? C'est toi qui lead cette interview. Qu'est-ce que tu te dis pour pouvoir lâcher prise et pas avoir le syndrome de l'imposteur? Comment tu fais pour lâcher prise et pour être créatif? Encore une fois, je pense que ça vient beaucoup de la préparation. Quand je suis arrivé sur l'estrade, j'étais prêt. J'avais vraiment tout mon déroulé. Mais je savais que la défaite pouvait arriver. J'avais pas la certitude de gagner si je compare ça à un match. Je me suis dit, ça va être très difficile. La barre est haute. Parce que quand on a un tel invité, on se doit d'être à un bon niveau en face. Mais donc je me suis dit, la barre est haute. Comme sur un match. Pas que je dois gagner, mais je vais tout faire pour gagner. Et tout faire, qu'est-ce que tu as fait? Justement, c'est la préparation, c'est les questions, tu t'es renseigné? J'ai essayé déjà dans la présentation de l'interview, lorsque j'ai pris la parole, j'ai essayé de m'enlever de la pression en disant « je ne suis pas un journaliste politique ». Donc j'ai un peu rabaissé les attentes, puisqu'il y avait 200-300 invités. Voilà, je ne suis pas, donc soyez plutôt indulgents avec moi, etc. Une petite touche d'humour quand même pour détendre l'atmosphère. Et après, j'ai essayé dans la foulée d'être à la fois de baisser les attentes et dans la foulée d'être hyper pertinent. Pour que les gens disent « ouais, ah oui, il n'est pas journaliste, mais c'est vachement bien ce qu'il fait ». Donc je voulais un peu créer ce déséquilibre entre les deux. Oui, c'est je suis préparé, je sais de quoi je parle, et en même temps je crée un climat de... Voilà, mais je m'enlève cette pression. Je t'enlève la pression. Ne soyez pas trop, n'ayez pas trop d'attentes. Mais par contre, dès les 2-3 premières questions, waouh, et le gars a bossé. Voilà comment j'ai essayé d'arriver sur scène. Il y a une grande conférencière qui s'appelle Brené Brown, qui fait des super TEDx, dont un qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. C'est son métier, c'est une conférencière, donc c'est une pro de la prise de parole. Et pourtant, à chaque fois qu'elle monte sur scène, elle sort un papier de sa poche et elle dit « j'ai ma feuille de route, donc ne m'en voulez pas si à un certain moment je la sors, j'aurai besoin de la regarder ». Et elle la remet dans sa poche. Et en réalité, elle ne l'utilise jamais, mais elle lâche la pression, ça lui permet... C'est un backup. Exactement, c'est un backup et de créer un climat de bienveillance et de montrer et son expertise par la suite. Son expertise avec beaucoup d'humilité du coup. Avec beaucoup d'humilité. Ouais. Donc c'est de s'autoriser finalement à être vulnérable,
mais ça ne veut pas dire que je ne me suis pas préparée, que je ne suis pas compétent et que je ne vais pas tout faire pour y arriver. D'ailleurs, vous voyez, j'ai réussi à le faire sans mon papier. Exactement. À l'arrivée, c'est ça. Exactement. Ouais. Ta vie aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais dans ta carrière? Tu vis où? Quels sont tes projets? Je sais que tu fais de l'immobilier, je sais que tu fais de la finance et que tu réussis. Alors, comment tu t'adaptes à cette nouvelle vie après tant d'années à avoir voyagé, d'être de match en match, d'avoir eu ce cadre, ces habitudes? En fait, pendant 21 ans, j'étais sur la route 8 mois par an et dans un tunnel tennistique. Donc aujourd'hui, il y a 2 choses que j'ai voulu changer. C'est 1, je vais plus sur la route et je sors du tunnel. Je fais pas qu'une seule activité. Je veux faire plein de choses différentes. Je veux avoir plusieurs tenues dans une journée. Je veux être capable de me réveiller, d'être sur mon ordi pour faire l'ouverture de la bourse, d'aller entraîner un joueur pendant 2 heures en short, de mettre un costume l'après-midi pour aller commenter. Okay. Et voilà. Et pour moi, ça, c'est un peu la richesse de ma vie aujourd'hui, c'est passer d'une activité à l'autre. C'est pas évident. Donc, j'ai choisi d'avoir des activités diverses et variées, avec des commentaires 3 mois par an, avec un petit peu d'activité dans l'immobilier, cette passion pour la finance qui a quasiment 10 ans maintenant. Comme avant, des victoires et des défaites. J'ai beaucoup d'amis qui me disent parfois, putain, toi, tu réussis tout, etc. Je dis, vous n'êtes pas dans mes petits papiers, je fais plein de bêtises. C'est vrai, c'est l'impression. Ouais. Non, je fais plein de bêtises, il n'y a pas que des victoires. Mais je connais la règle du jeu. Hein. Je savais, lorsque j'ai pris cette décision d'entreprendre après ma carrière, qu'il y aurait des échecs. Parce que c'est normal et que chaque entrepreneur le dira, il y a tout au long du parcours des victoires et des défaites. Et si on n'accepte pas les défaites, il faut pas entreprendre. Et je dis souvent, dans une voiture, il y a le conducteur et le passager. Il n'y a pas un siège qui est mieux que l'autre. Il y a juste 2 sièges. Il faut s'asseoir à droite ou à gauche en fonction de sa personnalité, de ses facultés, de la connaissance de soi-même. En fait, il faut s'auditer pour savoir si on sera plus à l'aise à droite ou à gauche. Dans quoi on prend le plus de plaisir? Oui, moi j'avais envie d'entreprendre. Et je ne juge pas, il y a des passagers extraordinaires et c'est très bien d'être passager aussi. Ce qui est regrettable, c'est que parfois il y a des gens qui entreprennent et se trompent. En fait, ils auraient dû être passagers. Ils auraient dû rester passagers. Ils auraient dû être passagers. Et il y en a qui restent aussi très longtemps passagers alors qu'ils auraient pu entreprendre parce qu'ils ont peur de l'échec. Exactement. Et j'ai lu d'ailleurs un article assez intéressant à ce sujet-là récemment qui disait il y a plein de gens qui ne veulent pas entreprendre parce qu'ils se disent si je lance ma boîte, pendant 2-3 ans, je vais être sous l'eau, il y aura plein de problèmes à régler, le lancement, etc., nouveau fonctionnement. Et en fait, plutôt que d'avoir des problèmes à gérer importants pendant 2-3 ans, ils choisissent, mais d'être leur propre patron, à terme, ils choisissent finalement d'être dépendants d'un patron pendant 40 ans. Mais en tous les cas, j'aime bien l'idée de piloter. Est-ce que tu as encore aujourd'hui des mentors qui t'aident justement à continuer à apprendre, à t'adapter, puisque tu sors souvent de ta zone de confort? Et est-ce qu'aujourd'hui, quand tu entreprends des nouvelles choses, est-ce que tu as des modèles, des mentors? J'en ai toujours mon papa. Qui, lorsque j'avais 15 ans, il me posait la question de devenir pro un jour, je lui ai dit, papa, j'ai demandé à mes parents, est-ce que vous pensez que je dois passer professionnel? À 15 ans et demi, c'est jeune, hein, ça veut dire que je devais arrêter mes études en seconde. Donc, est-ce que je dois devenir pro ou continuer mes études? Et beaucoup de parents, je pense, auraient dit mon fils, va vers le sport, tu vas mieux gagner ta vie. Mon père ne m'a pas du tout dit ça. Il m'a dit tu fais ce que tu veux, mais fais-le à fond. Et en fait, le fais ce que tu veux, mais fais-le à fond, c'est quelque chose qui guide ma vie depuis 35 ans et qui guidera ma vie, en fait, jusqu'à ma mort. C'est-à-dire que je fais des choses qui me plaisent et je le fais à fond. Et je pense qu'en fait, ça devrait être l'ambition de chacun d'entre nous. Est-ce que tu penses que tu as un niveau d'énergie qui est supérieur à la moyenne? Tu sais, on a tous le même temps, on a tous 24 heures, donc la vie est assez juste, mais elle peut être aussi injuste. C'est qu'on n'a pas tous le même niveau d'énergie. Il y en a qui seraient avec un réservoir qui est un peu plus rempli que d'autres. Est-ce que tu penses que tu en as plus ou pas vraiment? C'est juste que tu es drivé par l'intime conviction, l'envie de progresser chaque année, de progresser. Moi, je pense que il y a une grande partie de l'énergie qui vient dans les projets. Si ton rêve, c'est de rencontrer Barack Obama, si je te dis demain matin à 6h, tu dois rencontrer Barack Obama, tu auras plus d'énergie
que si je te dis à 6 heures, tu dois sortir les poubelles. Eh bien, je pense que la vie, c'est ça, en partie. C'est que ce sont les projets qui remplissent le réservoir d'essence. Il faut rêver, il faut avoir de beaux projets, et les projets amènent de l'énergie. Et si jamais je ramène ça sur ma carrière, à chaque fois que je me suis blessé ou que je suis tombé malade, j'avais des problèmes dans ma vie. Justement, c'est comme on dit, le mal a dit. Donc, ça vient de là. Le cerveau, il envoie des messages. Quels sont tes projets futurs ? Plein, même si... Pro et perso, hein, évidemment, ouais. C'est... Toujours l'envie de découvrir de nouveaux univers. Encore si je replonge toujours sur mon éducation, parce que ce qu'on nous inculque de 0 à 10 ans drive un peu notre vie. Et moi, mes parents m'ont toujours dit, peu importe où tu pars dans la vie, il faut toujours essayer de progresser, d'avancer. Donc aujourd'hui, j'essaie toujours d'être un peu moins bête le mardi que le lundi, et d'apprendre des choses, de découvrir de nouveaux univers, de me tenir informé, même si depuis que j'ai eu 50 ans, je cherche un peu plus à avoir un cadre de vie peut-être plus sympa, plus lié à l'environnement, moins de stress, un air un peu plus pur. Bref, mais... Un peu moins parisien. Voilà, voilà exactement. Tout est dit. C'est très intéressant ce que tu dis. Très souvent, ce que tu dis, les maladies, les grippes, on se sent pas bien, on n'est pas de bonne humeur, on n'a pas d'énergie. Avant de se remettre en question, en tout cas de remettre en question son identité, ses capacités, qui on est, la première chose à faire, et ça c'est dans le coaching, c'est de remettre en question son environnement. Est-ce que je suis dans un environnement qui m'inspire, qui me booste et qui me donne de l'énergie ? On en parlait juste avant l'interview, lorsque tu es arrivé, on disait que la conjoncture est pas facile, on le sait, donc c'est pas du tout un message négatif, c'est en fait une réalité. Il faut juste être parfois réaliste. La vie n'est pas très facile en ce moment, peut-être encore plus en ce moment. Et comment justement toi tu décides à ce moment-là, de par ta résilience et ton adaptabilité, qui sont on va le dire, hein, c'est un talent chez toi, c'est certainement un talent inné, probablement qui a été transmis par tes parents. Est-ce que tu penses que justement, c'est grâce à cette résilience et cette adaptabilité où tu t'es dit, bon, mon environnement, il me booste pas en fait, il me porte pas, qu'est-ce que je fais ? Je décide de déménager. Oui, il y a certainement une part de ça. Après, pour revenir sur ce que tu disais, moi, il faut savoir une chose aussi, c'est que je viens d'un milieu où mes parents m'ont toujours dit, tu travailles dur, et on se plaint pas dans la famille. On se lève, on travaille et on se plaint pas. La vie est belle. Ça sert à rien. La vie est belle. J'ai grandi en province, à la Seine-sur-Mer. Mon papa était ouvrier, maman ne travaillait pas. Les fins de mois, à partir du 10-12, étaient compliquées. J'ai jamais manqué de rien et j'ai jamais entendu mes parents se plaindre. Je sentais qu'on n'allait pas au restaurant, qu'on partait pas en vacances, mais en fait, on avait tout. On avait tout et rien. C'était quoi tout ? Midi et soir, on déjeunait à 4 avec ma soeur, on était à table. Famille, cocon familial, midi et soir. De l'amour, un toit. Voilà. Mais on a besoin de quoi en fait ? Quand on est gamin pour se construire, on a besoin d'être rassuré par ses parents. Des gens qui croient en toi, bien sûr. Et qui m'ont laissé. Mes parents ne m'ont jamais forcé à jouer au tennis. C'est moi qui leur disais je veux jouer au tennis. Ça c'est aussi important. Une fois on m'a demandé, quand ma fille avait 5 ans, j'imagine que vous voulez en faire une championne de tennis. Je dis non, je vais en faire une championne du bonheur. Moi je veux que ma fille soit heureuse et épanouie et qu'elle réussisse sa vie, quel que soit le chemin qu'elle choisira. Et justement, tu penses que grâce à cette éducation, ça te permet aujourd'hui de vivre, en tout cas de les ressentir moins difficilement que la plupart des gens, justement de se dire, d'avoir cette gratitude finalement envers la vie qui te permet de t'adapter, d'être un peu plus résilient. Oui, c'est difficile, parce qu'il ne faut pas se mentir, mais j'y arrive quand même. En fait, c'est ça, je l'accepte. On est en 2024, on n'est pas en début des années 80. Le monde est devenu dur, vraiment difficile. Moins de sécurité. De tension, d'insécurité, d'agressivité au quotidien, verbale dans la rue. Quand on respire, on est c'est pollué, bien sûr. C'est pollué, l'agressivité sonore, il y a du bruit partout. On est même agressé par nos téléphones portables, parce que c'est une agression permanente. On est agressé par nos ordinateurs. Enfin, il y a un stress qui est colossal partout. Et comme pour moi, le stress, c'est la maladie à terme, il faut essayer de se retirer une partie. On ne peut pas tout retirer,
Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut être particulièrement robuste, résilient pour trouver sa place et dans la société actuelle. Ça interagirait avec quelle autre compétence, cette adaptabilité, résilience? Parce que tu as parlé d'échec, rapport à l'échec, tu as parlé d'acceptation, tu as parlé de créativité. Est-ce que tu penses que tout ça est relié avec cette forme de lâcher-prise, de résilience? Je pense qu'on a tous besoin d'humilité déjà, parce que je pense que la vie nous rend humbles et que celui qui ne l'est pas le deviendra. Il faut avoir cette capacité, à mon avis, à tracer sa route, à prendre soin des gens qui nous sont chers. Moi, j'essaie toujours de faire le maximum pour les gens qui m'entourent. Malheureusement, je pourrais pas changer le monde. Je me dis souvent, parfois, je me dis, mais on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais en fait, je vais pas changer le monde. Mais on contribue. J'essaie juste, à mon humble niveau, de bien me comporter. Voilà, de bien me comporter, de faire du bien autour de moi. Et je me dis que si chacun agit de cette façon-là, peut-être que demain, on aura un monde meilleur. Justement, tu dirais quoi à un jeune athlète ou un jeune entrepreneur? Tu dirais quoi à Fabrice lorsqu'il avait 20 ans? Prends des risques. Go, va au bout de tes rêves. Et au pire, tu tombes et au pire, tu échoues. C'est pas grave. Tu seras plus fort, quoi qu'il arrive, même si tu échoues. Tu auras appris plein de choses, tu seras armé, Et je pense qu'il y a de bonnes chances quand même que tu aies envie d'y retourner après un échec. Oui, Voilà. c'est ce que tu disais avant l'interview. Un enfant, quand il tombe, il se relève, il n'a pas le choix pour apprendre à marcher. En fait, plus on avance dans la vie, plus on a peur de l'échec. L'être humain est terrorisé, l'adulte est terrorisé. Un enfant, tout ce qu'il fait en début de vie, il le rate. Voilà. Il se lève pour marcher, il tombe. Il veut manger, il rate sa bouche. Il monte sur un vélo, il tombe. Et pourtant, à chaque fois, il recommence. Pourquoi l'adulte, quand il rate, il est terrorisé? J'ai besoin qu'un psychologue m'explique ça un jour. Il y a une peur du regard de l'autre, certainement, la comparaison, un manque de confiance et aussi d'être trop perfectionniste. Ouais, c'est souvent à la peur de l'échec, elle est souvent reliée à ce que la société va porter comme regard sur moi. Et donc, je ne prends pas de risques parce que en prenant des risques, je m'expose au jugement et au regard de l'autre. En tout cas, je le surestime, ce regard. Parce que en réalité... Mais en fait, ce regard, il a pas... Les gens... Il n'y a pas tant d'importance que ça. Il a aucune importance, en réalité. Donc, en fait, un enfant, quand il échoue, il n'est pas jugé, il est encouragé. Et un adulte, quand il échoue, il est jugé et moqué parfois. Absolument. Et c'est pour ça qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'environnement qui va te façonner. Parce que si tu es entouré des bonnes personnes qui croient en toi, qui ne vont pas te juger, qui ne vont pas avoir un regard difficile sur toi, tu vas te permettre d'être plus créatif et de prendre des risques. Tu sais, un papa qui dit à son fils ou à sa fille de jamais prendre de risques ou à la moindre faute, comment tu as renversé le verre, c'est pas compliqué de pas renverser un verre sur la table. On croit que ça reste là, mais le cerveau, il fait pas la différence plus tard. Oui. C'est que dès que cette personne devra prendre des risques, elle n'osera pas, se rappellera cette croyance que son père ou sa mère lui a inculquée et ça devient une vérité absolue que l'individu ne remet jamais en question. Tellement important de donner la confiance à ses enfants. À ses enfants. Ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 0 à 10 ans va guider à 95% son avenir. Ce qu'il sera, ce qu'il deviendra. Alors Fabrice, je te parlais juste avant d'environnement, qu'en réalité, avant de se remettre en question, soit de remettre en question ses capacités, son comportement, son identité, la première chose à faire, c'est de remettre en question son environnement. Et son environnement, c'est l'environnement géographique, mais c'est aussi les personnes qu'on côtoie, qui peuvent soit te tirer vers le haut et aussi te tirer vers le bas. Qu'est-ce que tu en penses? L'entourage est essentiel parce qu'il y a de bonnes et de mauvaises ondes et c'est important de s'entourer des gens qui apportent des ondes positives. Et je me suis rendu compte dans ma carrière, mais aussi dans tous mes projets, que souvent, on va pas se mentir, la critique fait partie de la vie, on est souvent critiqué, mais j'ai toujours eu le sentiment que les gens qui sont dans leur projet, bien dans leur basket, épanouis, ne critiquent pas. Ce sont souvent des gens un peu en souffrance, qui critiquent beaucoup et qui finalement ne sont pas totalement épanouis et donc sont beaucoup plus dans la critique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avant de se remettre en question, en tout cas la personne qui t'émet la critique,
avant de te remettre en question, renseigne-toi sur la personne qui émet la critique. Ouais. Après, c'est important d'avoir des feedbacks quand on entreprend un nouveau projet, d'écouter, d'avoir des conseils. Mais avant de les écouter, il faut savoir qui te les donne. C'est exactement ça en fait. C'est ok, j'ai été critiqué, d'où vient la critique? D'où vient là, exactement. Qui est cette personne qui m'a critiqué? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est bien dans ses baskets? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a réussi, entre guillemets, un projet professionnel? Voilà. La source, il faut retourner à la source. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons. Si on devait, j'aimerais beaucoup qu'on lance un skill challenge parce que j'ai toujours voulu que mes interviews et en tout cas ce podcast aient un impact mesurable, que ça soit concret, qu'on en fasse quelque chose. C'est notre façon de contribuer au bien-être. Si on pouvait lancer un challenge qui est faisable dans les 24-48 heures, qui permettrait à nos auditeurs de développer leur résilience et leur adaptabilité. Est-ce que tu aurais une idée, de challenge tips à partager? Ce serait par exemple dans les 48 heures. Je donne un exemple, mais c'est toi. C'est de choisir quelque chose de nouveau que vous allez commencer à entreprendre. Trouvez quelque chose vraiment qui vous enquiquine un petit peu, qui vous dit « Ah, ça, j'ai pas envie de le faire, ça va être difficile, je suis pas sûr d'y arriver. » Trouvez une idée, je pense que chez vous, on trouve 4 murs, pas besoin d'aller au bout du monde, vous pouvez dans votre appartement, votre maison, vous pouvez trouver quelque chose qui va vous mettre en difficulté. Et l'idée, ce serait de le faire rapidement, de ne pas prendre trop de temps à la réflexion. On se donne 24-48 heures. Allez, on va se dire 48 heures. On lance le challenge aux auditeurs. C'est de trouver quelque chose qui vous semble difficile à mettre en place et de commencer à le faire dans les 48 heures. Allez, c'est parti. C'est parti. Je sais que tu maîtrises très très bien ces talents de résilience. Est-ce que tu pourrais citer quelqu'un comme toi, que tu connais ou pas, qui selon toi maîtrise ces compétences de résilience et d'adaptabilité? Je parlerai de Rafael Nadal. Je le trouve extraordinaire. J'aurais pu citer Roger Federer, bien évidemment, parce qu'il y a un fonctionnement qui est assez à la fois éloigné et proche entre les deux. Mais Rafa, quand je vois tout ce qu'il a enduré durant sa carrière en termes de blessures, le nombre de fois où il est allé tout en haut et il a dégringolé jusqu'en bas, dans le doute le plus total, et il a remonté les marches les unes après les autres. Et la période de repos, et la rééducation, et on reprend le physique, on reprend la raquette, on fait des matchs d'entraînement, et finalement on arrive en compétition, et il remonte, et il rechute parce qu'il a une blessure. Mais il a fait ça 20 fois depuis 20 ans, c'est incroyable. Donc il a une capacité de résilience qui est hors norme. Et alors, en tant que guerrier, c'est phénoménal d'avoir cette capacité dans le combat, et une telle résistance à la douleur. Et comment il fait cette différence entre justement l'inconfort de la douleur et la douleur? C'est-à-dire, je dois m'arrêter pour me préserver pour les prochains matchs. Comment ils arrivent à faire cette différence? Alors, le concernant, je sais pas trop. Moi, ce que je sais, c'est qu'en carrière, au milieu de ma carrière, en tout cas dans la deuxième partie de ma carrière, j'ai compris que... Enfin, j'ai appris à anticiper les blessures. J'avais une bonne connaissance de mon corps. Et lorsque j'avais des douleurs, j'étais capable de savoir si c'était un voyant rouge qui s'allumait ou un voyant orange. Je savais si je pouvais continuer ou pas. Et donc, c'est la connaissance de son corps, de son organisme. Combien tu as joué de matchs? Je ne sais pas. En carrière, si on parle de simple, double, peut-être 70. 70, c'est le chiffre que j'avais. Disons 70. Sur les 70 matchs que tu as joués, combien en avait où il faisait beau, où le temps était parfait, où tu étais en pleine forme, tu n'avais pas de douleur, pas de blessure, tu étais bien dans ta tête? Sur les 70, il devait y en avoir combien? C'est 70 matchs par an, donc sur 21 ans. On joue très peu de matchs où tout va bien. Où on est, comme tu viens de le dire, au top de sa forme, sans problème extérieur, avec tout son tennis qui est en place, le physique aussi. Et d'ailleurs, sur 70 matchs, on doit peut-être en jouer 5 comme ça. Je dirais que ces 5-là, on a de fortes chances de les gagner. Il y en a 5 autres où rien n'ira. On joue mal, on a mal au dos, on a eu un gros désaccord avec sa femme la veille, donc on a mal dormi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc ces 5-là, on va les perdre. On a de bonnes chances de les perdre. Donc 5 et 5. Et au milieu, il y en a 60. Et la différence se fait là, en fait. Sur ces 60-là, où je suis bien, mais je ne suis pas extraordinaire, mais suffisamment bien pour gagner des matchs, combien je vais en gagner? Est-ce que je vais en gagner la moitié? Est-ce que je vais en gagner les 2 tiers? Est-ce que je vais en gagner un tiers?
Et le classement de fin d'année dépend de cette zone centrale sur laquelle je dois être le plus performant possible. Et tu penses pas qu'on devrait justement voir la vie de cette façon ? Ben oui. De pas attendre que tout soit parfait, d'avoir les meilleures conditions pour pouvoir entreprendre, qu'en réalité, c'est très, très rare. Mais c'est Mike Horn qui a dit pour se mettre en route, il faut avoir 5% des réponses. Si vous attendez d'avoir 95%, vous resterez assis Là où vous êtes assis. Mais c'est tellement vrai. Moi, parfois, encore une fois, je suis pas un cascadeur, mais on peut pas avoir toutes les réponses. On peut pas se dire je commencerai à vivre le jour où je n'aurai plus de problème. Parce qu'en fait, le simple fait de dire ça, c'est je suis en train de mourir. parce que j'aurai toujours des problèmes. Mais voilà, la vie est belle et je trouve qu'elle est incroyable. Fabrice, j'aimerais Oui. que tu, puisqu'on en parle, que tu me recommandes quelqu'un pour un futur épisode de Skills, que idéalement, si tu le connais personnellement, tu la connais personnellement, qui excelle dans la gestion du stress et du bien-être mental. Spontanément, j'en vois un qui serait extraordinaire, c'est Vianney. Vianney est un ami cher, un gars qui a 20 ans de moins que moi et qui me tire vers le haut chaque jour, qui m'apprend plein de choses sur la vie. En fait, c'est formidable de voir que... En fait, il y a deux catégories de gens dans la vie. Il y a des gens qui ont des problèmes et des gens qui ont des solutions. Lui, il a que des solutions. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Mais il y a des solutions partout dans sa vie. Là où pour d'autres, il y a des problèmes partout. C'est un grand chanteur, mais humainement, il est bien, bien au-dessus de ce qu'il est en tant que chanteur. Il est hors norme. Et qu'est-ce qui le rend justement hors norme, unique, selon toi ? De l'empathie, la bienveillance, la générosité. Il est à l'écoute, travailleur, il est honnête. Enfin, c'est un être humain à part. S'il devait venir et que je l'interviewais, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question sur la résilience et l'adaptabilité, en fait, que tu aimerais que je lui pose ? Qu'est-ce qui fait que tu vois toujours le verre à moitié plein et que tous les jours de l'année, tu as le sourire parce que je pense qu'au fond de toi, tu dis que la vie est un cadeau. Merci Fabrice pour cet échange Merci, Nadia. enrichissant et j'espère à très bientôt. À très vite.